Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'On se dit tout, pour repartir à la rencontre de celles et de ceux qui transforment le monde, qui dirigent des entreprises, pour les découvrir aussi d'une manière un peu différente, au-delà de leurs marques, au-delà de leurs activités, de leurs actions, pour essayer de fendre un peu l'armure peut-être. Avec moi Patrick Puy. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Equerre Capital, ça c'est votre entreprise qui est un fonds de retournement pour les PME et ETI fragilisés, c'est-à-dire que vous les accompagnez, et ça bien sûr on va en parler, vous les aidez à se reconstruire. On les restructure d'abord s'il le faut et on les redéploie, parce que ce qui m'intéresse c'est le déploiement, c'est la croissance, c'est pas que la restructuration. Oui, c'est restructuration ça. Et déploiement et croissance, c'est les deux mamelles de l'économie. Investissement pour les faire grandir. Pour les sauver d'abord et les faire grandir après. Faire grandir. Un mot quand même, Patrick, parce que quand on regarde votre parcours, Brandt, Moulinex, Vivarte, des entreprises que vous avez restructurées, reprises, s'il y avait quelques mots comme ça pour faire un arc de votre vie, ça serait quoi ? C'est quoi votre vie ? J'ai l'impression que vous avez eu 1000 vies. J'ai eu 1000 entreprises à gérer, et ça c'est fascinant, parce que c'est 1000 problématiques, et c'est 1000 succès, non, parce qu'il n'y a pas que des succès. Ouais, il y a des galères. Mais il y a beaucoup de succès quand même, parce que quand on restructure une boîte, au fond c'est assez facile, il faut beaucoup de bon sens, il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de détermination. Et quand on arrive à la tête d'une entreprise qui est en grande difficulté, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'intelligence, et on n'a pas de temps. Donc, il faut trouver autre chose, et c'est beaucoup dans la volonté qu'on le trouve. Et encore une fois, plus une entreprise est en situation difficile, plus elle est assez facile à sauver. Mais vous, qu'est-ce que vous apportez, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de mettre l'équation à plat. Et vous savez, à chaque fois qu'une entreprise est dans la difficulté, c'est qu'il y a eu des impacts humains très forts. Il y a eu des mobilisations des hommes, du management et des actionnaires qui font ils ont fait des erreurs, ça arrive à tout le monde, et qui sont restés dans l'erreur. Parce que c'est très difficile de changer. Et moi, ce que j'apporte, c'est la rupture. C'est une rupture saine, difficile quelquefois, mais saine. Moi, ce qui nous intéresse dans On se dit tout, vous le savez, c'est un peu une promesse, c'est de savoir un peu ce qui structure tout cela, les piliers secrets. Qu'est-ce qui fait que vous êtes, Patrick Puy, capable de mettre tout à plat et de disrupter ? C'est quoi ? Vous allez chercher ça où ? Un peu de morale, un peu de bon sens, beaucoup de volonté, et puis une forte désimplication. Si vous commencez à me dire que c'est ma faute d'avoir licencié 10 000 personnes et que je suis un méchant, je vais me retourner pour savoir à qui vous parlez, mais pas à moi. Parce que si vous êtes impliqué là-dedans, parce que pour sauver des boîtes, il faut quelquefois faire des plans de licenciement. Si vous êtes trop impliqué, vous le faites mal, vous le faites pas, et à la fin, l'entreprise n'est pas sauvée. Donc il faut se désimpliquer. C'est pas une froideur naturelle. C'est pas du cynisme. C'est pas du cynisme. Ouais, bien sûr. C'est une froideur obligatoire. C'est une distance obligatoire. Vous ne répondez pas à ma question, ça vient de vos études, ça vient de votre milieu familial, ça vient de votre histoire professionnelle. Parce que c'est pas si simple que de gérer cette équation-là, psychologiquement même. Non, c'est pas simple, vous avez raison. En réalité, ma vie, c'est 20 ans de management normal dans des entreprises normales. Donc 10 ans chez Schlumberger et 10 ans à la tête de Legrand, qui est une très belle boîte, qui va très bien. Qui marche très bien, Puis je prends la présidence de Moulinex en 2000. Mauvaise idée. Enfin, Moulinex seul, j'ai refusé évidemment, mais Moulinex adossé à Brandt, c'était une bonne idée. C'est l'idée de l'adosser Brandt et Moulinex. Voilà. Et pour des tas de raisons sur lesquelles il ne m'appartient pas de revenir aujourd'hui, ça marche pas. Et donc 6 mois après mon arrivée, dépôt de bilan. Et dépôt de bilan en 2000, ça c'est très emblématique, c'est très médiatisé, c'est très douloureux. Je suis mis en examen pour de tas de conneries. Évidemment, je serais entreprise un peu patrimoniale, Moulinex. Oui. Puis emblématique. C'est une grande marque en France. Et donc, je me retrouve en 2001, 2002, 2003. Ça, c'est un choc. Qu'est-ce que je peux faire ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire ? Plus rien. Je suis tricard. Cramé, quoi. Donc, je capitalise sur cette petite expérience de restructuration que j'ai connue chez Moulinex pour créer Alvarez et Marsal en France, puis Alixio Executive Management, pour des entreprises qui sont en charge de la restructuration des entreprises. C'est ça mon histoire. Je m'arrête un instant et on va bien sûr découvrir les questions d'Ivine et Excelia, mais ce que vous nous dites là d'une phrase, c'est quand même quelque chose qui bouscule, qui peut faire chavirer un homme quand même, ce que vous avez traversé là.
Oui, mais tout ce qui tue pas rend plus fort, et puis on rebondit. Si on rebondit pas, on se suicide. Mais moi, j'ai eu plusieurs vies. Donc j'ai eu une vie de manager normal, et puis une vie de restructuration, de restructurateur. Et ça, c'est marrant parce que, comme je disais tout à l'heure, on change. C'est des mandats d'1 an et demi, 2 ans maximum. Donc on change de métier assez souvent. Il y a un petit côté, je mets des guillemets, mais un petit côté mercenaire. C'est-à-dire, faut aller vite, faut faire bien, faut être efficace. C'est ça aussi. Oui, le temps de la restructuration n'est pas le même que le temps de la croissance. Chez Legrand, quand je faisais des investissements, c'était pour les 10 ans à venir. Chez Vivarte, quand je prends des actions, c'est pour le lendemain parce qu'il faut assurer la paye. Évidemment. Si vous n'aviez pas été un dirigeant un peu particulier, parce que finalement vous avez une personnalité, une attitude finalement un peu différente, vous auriez été quoi dans la vie ? Vous seriez vu J'avais commencé à faire de la politique il y a très longtemps. C'est pour ça que je vous amenais gentiment. Donc pourquoi pas ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans la politique ? Pareil ? Le fait de faire changer les choses. Ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est de la faire croître, de la faire grandir, de la sauver. Et si la politique me reprend, ou si je reprends la politique, ce sera pour la même chose. Toujours intéressé par la politique dans le monde dans lequel on évolue ? C'est un peu tard parce que, et d'ailleurs Excelia est là pour le prouver, l'avenir appartient aux jeunes. Donc il ne faut pas, quand on a mon âge, 66 ans, faire de la politique. C'est vrai que vous parlez à l'oreille d'Emmanuel Macron ? Joker. Non, mais c'est vrai que dans le débat qu'il a eu avec Marine Le Pen, il y a 5 ans, il a dit que c'est lui qui avait sauvé Arc. C'est vrai. Moi, j'étais président de Arc à l'époque, je pensais, moi, l'avoir sauvé. Mais si Macron dit que c'est lui qui l'a sauvé, c'est lui qui l'a sauvé. Donc je me retire derrière ça, mais ça nous a permis de nous rencontrer. C'était la passerelle, ça. Voilà. Vous vous êtes dit, dites donc, c'est moi qui suis à la tête d'Arc. Et ce qui vous a permis. La politique aujourd'hui, au XXIe siècle, vous pensez qu'on peut la faire de la même manière qu'on la faisait au XXe ? On a le sentiment que la politique, il y a un désaveu des citoyens, qu'il y a de plus en plus de mouvements citoyens qui émergent aux côtés des syndicats et des partis politiques, et que là aussi, il y a une disruption du modèle. Oui, mais parce qu'il n'y a plus de parler vrai. Je ne vais pas faire le vieux con, mais Roosevelt parlait vrai en temps de guerre, De Gaulle parlait vrai, et bien d'autres exemples. Aujourd'hui, il n'y a plus de parler vrai. Donc, on est, et d'ailleurs, on va le voir quand on va parler de la situation d'aujourd'hui, on est dans une situation de crise très grave. On parle de la sortie de crise. Il n'y a pas de sortie de crise. On va rentrer dans une crise gravissime. En fait, on passe de crise en crise. Gravissime. Ouais. Qui nous le dit ? Et moi, je passe mon temps à Bercy pour des tas de raisons, parce que je m'occupe des entreprises en difficulté. Il y a, malgré le talent des hommes politiques, quels qu'ils soient, il y a une espèce de déni de la crise dans laquelle on est. Et quand on voit pas, quand on nomme pas la maladie dont on est malade, on n'a aucune chance de la guérir. Ça, c'est très votre personnalité quand même, Patrick, avant de passer à la question d'Excelia. C'est-à-dire que vous aimez le langage vrai, et dans une entreprise, c'est la même chose. Si vous dites pas la vérité aux collaborateurs et aux équipes, vous ne faites pas avancer la boîte. Et il y a une chose qui est très frappante, que je parle à un homme de communication. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on pouvait parler différemment à un conseil d'administration, à des actionnaires, à des partenaires sociaux, à la presse, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que de toute façon, le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux. Que dis-je ? Dans l'heure, c'est sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut parler le même langage à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Celui de la vérité. La vérité, c'est la question d'Excelia, le jingle, et je vous pose évidemment tout de suite, Patrick, la question que vous avez sélectionnée, question d'Excelia. Excelia, 5000 étudiants, 40 000 diplômés et 5 écoles dans ce groupe Excelia. La question, Patrick Puy, la fin de l'abondance, quelle est votre vision de ce monde de demain ? Parce que si finalement ça fait écho à la fin de cette première partie d'émission, personne n'a réellement la solution, mais on sait que c'est en train de basculer. On est dedans. Ouais, moi j'aime bien la phrase de Breton qui finit son bouquin Nadja. Il dit la vie ne sera ni statique ni dynamique, elle sera convulsive ou elle ne sera pas. Et c'est très sympa parce que vous pouvez mettre n'importe quoi à la place de la vie. Vous pouvez mettre l'entreprise, l'amour et la société. Et la société elle est convulsive, donc on va de crise en crise et ça c'est naturel. Et moi je parlerai pas, je trouve que Excelia est formidable, mais la question de cet étudiant n'est pas la bonne parce qu'on peut pas parler de fin de l'abondance. Prenons le cas de l'eau. La molécule d'eau, c'est une molécule qu'on ne fracture pas. C'est très compliqué. Donc la quantité d'eau sur Terre est constante. Il n'y a pas de problème d'abondance d'eau ou de manque d'eau. Il y a un problème de manque d'eau à un prix raisonnable. Tout à fait. Très différent. Et buvable, et potable. Potable à un prix raisonnable. L'accès à l'eau potable à un prix raisonnable. C'est ça la question. Et c'est vrai de toutes les matières. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a la fin de l'abondance, je dirais qu'il y a une répartition différente des biens de la planète. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en 1788. Qu'en 1788, le tiers-État demande à jouir et à bénéficier du pain et de quelques richesses. Il a raison.
L'avenir lui donnera raison. Le partage. Aujourd'hui, le partage. Aujourd'hui, le tiers-État, c'est l'Afrique. Les Africains nous demandent de contribuer ou de partager les richesses. Et ils ont raison. Et on le fera. Donc, la convulsion on le prochaine, fera ou on ne le fera pas. on le fera. Non, mais ce qui arrive aujourd'hui avec le bateau qui a fait des ronds dans l'eau, l'Ocean Viking, avec ces migrants qui viennent d'Érythrée. Enfin, c'est ce débat-là qui nous est posé. Hein. Mais absolument, mais on le fera. Et c'est pas la bonne façon de faire venir des migrants. Évidemment, la bonne façon, c'est quoi? C'est de dire 700 millions d'Africains aujourd'hui, 2 milliards en 2050. La Terre en 2050 ou 2070 aura 10 milliards d'habitants. On vient de passer 8 milliards mardi dernier. Ouais. Et ça va commencer à baisser. Donc il n'y a pas de problème de surpopulation et d'abondance. Je sais que ce n'est pas politiquement correct ce que je dis, mais je le crois. Non, la question est posée, elle est plus fine. C'est l'eau potable qui nous pose difficulté. L'eau, il y en a. Exactement. Mais c'est l'eau potable, c'est le cobalt, c'est le manganèse. Et c'est à quel prix on accède au pétrole, au gaz et aux richesses qui polluent la planète. Et aux richesses qui polluent ou qui font vivre la planète et la première d'entre elles étant les talents. Et moi, je crois que vraiment, le monde avait perdu la boussole il y a quelque temps. Elle indiquait l'Est, c'est-à-dire la Chine pendant quelque temps. Aujourd'hui, la boussole du monde, c'est le Sud. Et nous aurons en 2050 un monde stabilisé dans lequel les Africains sont en train de prouver qu'ils auront accès à la démocratie, à l'éducation, à la culture, qui sont les mamelles de la croissance du monde. Eh bien, il y aura une répartition plus harmonieuse des richesses de la planète et tout le monde en profitera. Alors, je ne suis pas optimiste par nature, parce que mon métier m'amène à penser qu'il y a beaucoup d'optimisme dans ce que vous dites. Mais il y a plein d'optimisme sur le long terme. Il y a de l'optimisme. C'est l'émergence de nations, d'un continent et de nations en Afrique, accédant à une démocratie et portant des valeurs d'éducation et de culture. Mais on le voit aujourd'hui, si vous prenez l'exemple du Bénin, c'est un pays qui est, dont l'évolution est géniale. Et je me rappelle, il y a 40 ans, Idi Amin Dada, Bokassa et autres. C'était le Dahomey, le Bénin. Oui. C'était le Dahomey, pour ceux qui se souviennent des vieilles cartes de France, qui était le pays vaudou. Oui, mais ça nous rajeunit pas. Non, c'est vrai. Question Divine, qui révolutionne évidemment le rapport qu'on peut avoir au vin. Divine, c'est la question que vous avez sélectionnée, Patrick Puy, après le jingle. Un petit verre de vin de temps en temps, Patrick, quand même, pour rester un peu collé à Divine. Oui. Il y a quand même autour de votre vie aussi un peu le côté épicurien. Beaucoup de plaisir. Plus ma vie professionnelle est dure, plus ma vie personnelle est sympathique et douce. Donc c'est très important ça, de trouver l'équilibre. C'est l'équilibre. Mon équilibre. Des enfants mariés, vous l'avez pas dit? 2 enfants. 2 enfants. Donc un père épanoui. Un père épanoui et fou de ses enfants. La question que vous avez choisie, Patrick, revenons à cette question Divine. Quel rôle les entreprises ont-elles à jouer pour soutenir l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles innovations dans ce qu'on appelle l'open innovation? Ça fait un peu écho au débat que vous lanciez sur l'Afrique et sur l'accès à l'éducation. Alors j'étais un peu positif sur l'avenir du monde en parlant de l'Afrique. Je vais être un peu pessimiste sur le court terme. Le court terme, c'est une crise gravissime. On rentre dans une récession gravissime. Parce que, il y a une bipolarisation des hommes, entre ceux qui vont avoir besoin de jobs et qui n'en auront pas parce qu'il y a beaucoup de plans sociaux en préparation. 2, et d'autres qui au contraire sont demandés, y compris dans la restauration. On nous raconte pas ça dans l'actualité. Non, parce qu'on est dans le déni. On est d'accord. On est dans le déni. Ouais. Il y a une bipolarisation parce que les entreprises qui ont été gavées de pognon. Elon Musk disait il pleut de l'argent sur les cons. Pas très sympa, mais les PGE, c'est 145 milliards qui ont été donnés sur l'économie française, qui ont été pas mal utilisés, mais pas pour le but pour lequel ça a été fait. Donc des entreprises qui ont du pognon, mais qui n'en avaient pas vraiment besoin, et d'autres qui n'ont pas eu accès à ce PGE, et pour lequel l'accès au financement avec l'inflation qui augmente va être impossible. Donc, d'où la crise dont vous parlez. Donc, une crise colossale et qui va être augmentée parce qu'il va y avoir cette bipolarisation qui va éclater le ciment social. Et moi, je crois qu'on peut tout résoudre à condition qu'il y ait un partage de l'information et que ce partage d'information crée un ciment social. Alors, pour créer donc on va dans une récession formidable. Pour en sortir, et une dette incroyable, 400 milliards d'augmentation en 2 ans. Pour s'en sortir, il faudra 2 choses. Il faudra une chose, créer des richesses. Et créer des richesses, ça passe par 2 choses. Travailler plus, plus longtemps. Une bonne valeur, c'est une bonne valeur. Je sais que certains réclament le droit à la paresse, c'est pas mon cas. Et innover. La vraie création de richesse, c'est l'innovation. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour
pour favoriser toutes les innovations, aider les déposeurs de brevets, aider à les défendre, accompagner les écoles d'ingénieurs, accompagner les écoles d'ingénieurs, augmenter le périmètre du CIR, qui est une invention. Crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche. Une invention de 83, c'est pas ma meilleure année politiquement, mais vous aimez la politique. Oui, mais c'était une bonne idée et il faut l'augmenter, etc., etc. Et bien justement, parlant de politique, c'est la question de l'hémicycle pour terminer notre émission. Alors là, vous allez revenir dans votre domaine de prédilection parce que c'est une de vos passions. Vous avez d'ailleurs vous avez monté un parti politique, hein, me semble-t-il. Un petit parti. Oui. Non, mais je sais pas. Vous avez l'air passionné. C'est la question de l'hémicycle. Vous allez pouvoir, Patrick, interpeller. Eh bien, ceux qui votent les lois. Vous avez déjà fait beaucoup de politique dans cet entretien, finalement, avec ce langage de vérité. C'est la question de l'hémicycle après le jingle. La question, l'interpellation, Patrick Puy, vous avez la parole. Voilà, vous pouvez interpeller les élus politiques. Le rôle de l'État, c'est quoi? Il faut redéfinir la subsidiarité et que l'État soit fort dans les domaines dans lesquels il doit être fort, c'est-à-dire les domaines régaliens. Et rien d'autre. Et il ne faut pas qu'il y ait 1000 personnes à la mairie de Paris chargées de la politique culturelle. Et donc, dans les domaines régaliens, il faut que l'État favorise les créations de richesses, donc qu'elle mette en situation la société pour créer des richesses, travail et innovation. Travail, on peut supprimer ces lois absurdes des 35 heures, même si elles ont été défaites de leur sens. Relancer l'innovation, on l'a dit. Et puis, il faut le faire dans un consensus à créer. Parce que si vous ne créez pas le consensus, vous n'arriverez à rien. Roosevelt, quand il était en guerre, il avait des causeries au coin du feu et il mettait tout le monde d'accord pour que tout le monde participe. Et il faudra que tout le monde participe, les particuliers à travers les augmentations d'impôts, les entreprises, l'État, les banques, les assureurs, etc. Parce que si on se réunit et qu'on partage cette information, on va s'en sortir. Partage de l'information et le mot fil rouge de tout cet entretien et cet échange très riche, Patrick, c'est que vous avez aussi un langage de vérité. Voilà, ça c'est aussi votre touch, dire les choses. Quand on est en crise, c'est obligatoire. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez redressé des entreprises. Merci Patrick d'être venu nous rendre visite dans On se dit tout. Equerre Capital, entreprise de retournement, d'investissement. Vous sauvez TPE, PME, ETI et vous les remettez sur le chemin de la croissance. Absolument. Merci, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Patrick. Merci. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment et de toutes les réactions que vous nous faites partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas évidemment. Et puis on se retrouve pour un prochain numéro d'On se dit tout. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.